Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec celle qui raconte l'histoire dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Cet après-midi, pour votre sujet du jour, chère Clémentine, vous avez choisi de faire tourner la roue de la fortune avec le comte de Horn. Si l'on peut dire. Ben oui, parce que voyez-vous, Stéphane, le jour où vous m'aurez assassiné, parce que vous en aurez marre de perdre au quiz, eh bien, ce qui est bien, c'est que vous serez puni de la même manière que n'importe lequel de vos concitoyens qui aurait fait la même chose. Je vous rappelle que depuis 40 ans, exactement, 1981, la peine de mort est abolie en France. Oui, mais on pourrait toujours rétablir un certain nombre de supplices un peu sophistiqués pour faire comme à Guantanamo. Enfin, bon... Vous elle lance des idées comme ça à nos politiques, ensuite de se les approprier, de déposer des amendements. Mais écoutez, en tout cas, à l'époque où sévit le fameux comte de Horn, c'est 1720, en effet, selon que vous êtes noble ou que vous êtes un roturier, pour un même crime, vous n'êtes pas puni de la même manière. Donc un criminel noble est décapité noblement, dignement, mais un roturier mourra ignoblement. Que veut dire le mot ignoble ? C'est le i privatif, c'est non noble. Donc la mort est ignoble, infamante, et c'est la pendaison ou la roue. Et la question va donc se poser avec le comte de Horn, qui n'est pas un voleur comme un mandrin ou un cartouche, c'est-à-dire des hommes du peuple qui sont devenus brigands pour se nourrir par nécessité. Lui, il est le fils cadet d'une des plus anciennes et des plus puissantes familles européennes. Il est né à Liège, à l'époque ce sont les Provinces-Unies, vous savez les Provinces-Unies qui vont devenir par la suite les Pays-Bas. Et ce futur délinquant, circonstance aggravante, est même apparenté au régent Philippe d'Orléans qui est au pouvoir au moment où se déroule cette triste affaire. Alors, Antoine de Horn, c'est vraiment le mouton noir de la famille, un vaurien fainéant, indiscipliné, désagréable. Ça, il y en a dans toutes les familles. Il n'y a pas de raison que chez les aristocrates, il y en ait moins. Alors, pour un peu s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on en fait ? On lui achète un grade de capitaine, on lui donne un régiment d'une centaine d'hommes, mais ça n'intéresse pas. Pour la centaine d'hommes. C'est pas sympa pour eux, mais lui, en plus, lui, ça l'intéresse pas du tout, parce que la seule chose qu'il aime, c'est traîner dans les bordels et les tripots. Et c'est un tricheur. Donc, au bout d'un moment, ces insolences avec ses supérieurs, ses beuveries, ses tricheries vont l'emmener devant un tribunal d'honneur. C'est quand même une instance tout à fait exceptionnelle qui le déclare indigne à jamais de porter l'épée. Et donc son malheureux père, il n'en peut plus de ce vaurien, paye ses dettes et lui dit: écoute, maintenant tu quittes les Provinces-Unies, tu t'en vas, va voir ailleurs si j'y suis. Et où peut aller à l'époque un osseur, tricheur invétéré ? Quel est le royaume qui est dirigé ? Las Vegas. C'est un peu Las Vegas, oui, d'une certaine manière. C'est la France, parce qu'il y avait le régent. Exactement. Et le régent était lui-même que la fête commence. Oui. Exactement. Donc c'est la destination toute trouvée pour le comte de Horn. Et alors là, nous le retrouvons dans le récit de Saint-Simon. Le comte de Horn était à Paris depuis environ 2 mois, menant une vie obscure de jeux et de débauche. C'était un homme de 22 ans, grand et fort bien fait. Le vendredi saint 22 mars, il donne rendez-vous dans un cabaret à un agioteur nommé Leroy, auquel il déclare vouloir acheter 100 000 écus d'actions. Il s'est adjoint les services de 2 malfrats, un peu de son acabit, donne rendez-vous à cet agioteur dans un cabaret, il se retrouve dans une chambre, on lui offre à boire, on vérifie qu'il a bien sur lui le portefeuille plein d'argent, bien garni, et soudain, les 3 complices se jettent sur lui, le comte de Horn le ceinture, tandis que les complices se mettent à poignarder le pauvre homme, les gens attirés par le bruit attirent, le comte de Horn essaie de fuir par la fenêtre, et finalement il se fait choper, il n'y en a qu'un des 3 qui s'enfuit. Voilà toute l'affaire du comte de Horn, un crime crapuleux commis en plein jour, au beau milieu du quartier d'affaires, dirait-on de nos jours, parce que la rue Quincampoix, c'est là que s'échangent tous les bons du système Law, le fameux système Law. L'argent, il coule à flot. Mais le scandale est immense. Pourquoi ? Parce que on n'assassine pas pour de l'argent un homme un vendredi saint. C'est sordide. Et c'est surtout indigne d'un noble. Non, mais c'est vrai que le comte de Horn aurait sorti son épée parce qu'un manant l'aurait renversé ou bousculé. Ça n'aurait suscité aucune émotion. Mais là, c'est un crime crapuleux pour de l'argent. Le vendredi saint, c'est un scandale. Alors évidemment, pour un tel crime, la justice prévoit la roue. Or, si au sein de la noblesse, nul ne voit le moindre inconvénient à ce que cette peine infamante soit infligée aux complices,
est en revanche considéré comme tout à fait inconcevable qu'un condamné apparenté aux plus grandes familles nobiliaires européennes soit exécuté comme un vulgaire homme du peuple. Pas question. Alors on s'agite, on se mobilise, on pétitionne, on va même jusqu'à se rendre en délégation chez les juges. C'est un très étrange spectacle, la fine fleur de la noblesse au désespoir qui fait antichambre pour éviter la roue à l'un des siens et décrocher la décapitation, parce que ça, de toute façon, la peine de mort, il n'y coupera pas. Alors, le marquis de Créqui, qui est apparenté au criminel, prend la tête de cette croisade et il va tenter de plaider la folie. En disant, voilà, il a toujours été pris par une furie continuelle, sa famille compte de nombreux fous alliés, Madame de Créqui dénonce cette sentence inique, exécrable, atroce. Bon, vaine supplique, le régent demeure intraitable, et lorsque Monsieur de Créqui lui fait valoir que le déshonneur retombera aussi sur lui puisqu'il est du même sang que le criminel, il aurait eu cette réponse cinglante et aussi sanglante. Bien connu, quand j'ai du mauvais sang, je me le fais tirer. Dont on ne sait pas si c'est apocryphe s'il l'a dit effectivement. En tout cas, le 26 mars 1720, donc vous voyez que ça n'a pas traîné, 6 jours après, le comte de Horn et son complice sont donc roués vifs, non pas à la baguette, mais avec une grosse barre de fer, place de Grève. La justice a été absolument expéditive, et 70 ans plus tard, sous la Révolution française, l'égalité des peines sera l'une des premières revendications populaires. Et tout le monde à la guillotine, de la même façon. Exactement, elle est votée le 1er décembre 1789 par l'Assemblée. Redites-nous, la roue, ça consiste en quoi? Alors, vous êtes allongé, vous êtes attaché sur une roue, on replie vos jambes et vos bras sous la roue, que vous embrassez en somme avec les membres. Oui. Et là, on vous rompt, c'est 14 coups, c'est très codifié, ça peut être entre 11 et 14. On vous roule les articulations pour que vous soyez un petit peu démantibulé. Oui. Et on vous laisse ensuite mourir quasiment d'asphyxie avec les plus grandes. Mais on ne fait pas tourner la roue. Alors, la roue, parfois la roue tourne, mais la roue ne tourne pas forcément. Elle tourne. Mais pas dans le bon la sens. roue tourne si elle est placée debout, mais parfois elle est placée debout. Et on meurt de quoi alors? Eh ben on meurt d'asphyxie. Là, les bras un petit peu comme dans une crucifixion, si ça douleur, se trouve. Je suppose. Il faudrait demander au docteur Charles. En tout cas, retenez une chose, c'est que depuis la Révolution, que l'on soit riche ou misérable, un même crime vaut une même peine. Donc moi, je dis vive la République. Très bien. Vive la République, vive la France. Non, surtout, on ne tue plus les gens pour quelque cause qui soit depuis 40 ans. Ça, c'est sûr. Enfin, c'était quand même un assassin crapuleux. Oui, et le supplice de la roue, surtout, n'existe plus. Il a été remplacé. Il a été remplacé par le supplice du quiz, qui se prépare.